Soyez les bienvenus dans ce journal de 13h. Madame, monsieur, bonjour. Voyons ensemble les titres de cette édition. L'industrie extractive au cœur de l'actualité de ce mercredi. Le Salon international des ressources extractives et énergétiques se tient sur 5 jours. Les experts du secteur des mines, du pétrole et de l'énergie travailleront à définir une politique et une stratégie de développement durable des industries extractives et énergétiques. Et dans ce contexte, le président Alassane Ouattara recevait hier le PDG du groupe Endeavour Mining. Le groupe annonce son 4e projet minier aurifère dans l'est du pays. Et le président de la République s'est aussi entretenu au cours de cette même journée avec l'archevêque métropolitain d'Abidjan. Le compte-rendu des audiences à suivre dans ce journal. Et puis l'actualité à l'international avec l'entrée en vigueur tôt ce matin du cessez-le-feu au Liban. L'accord met fin à la guerre de plus de 14 mois entre Israël et le Hezbollah. L'accord stipule le retrait des forces israéliennes du Liban sur une période de 60 jours avec une prise en charge du sud du pays par l'armée libanaise. Mines, pétrole et énergie en Afrique, la Côte d'Ivoire se positionne comme le hub continental de l'industrie extractive avec le CIREX, le premier salon international des ressources extractives énergétiques. Les experts africains et du monde devront sur 5 jours réussir à générer des orientations pour un avenir durable du secteur. Le salon emploie l'écosystème mines, pétrole, énergie dans la lutte contre le changement climatique avec le thème développement durable des industries extractives et énergétiques. Quelle politique et stratégie? La cérémonie d'ouverture s'est tenue sous la présidence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, dont la vision est de faire de la Côte d'Ivoire une économie à revenu intermédiaire supérieur d'ici à l'horizon 2030. Je vous propose un extrait du discours inaugural du vice-président de la République prononcé au nom du président de la République Alassane Ouattara. Monsieur le vice-président, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes venu ouvrir ce salon à nos côtés et cela illustre la qualité des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et entre nos deux chefs d'État, leurs excellences, M. Alassane Ouattara et Bola Tinubu. Votre participation confirme aussi la volonté pour nos deux nations de l'espace CEDEAO de mettre en synergie la vision d'une région dynamique et intégrée au service de la prospérité de nos populations. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais saluer aussi la distinguée présence de Son Excellence Madame Ingrid Molestad, ambassadeur du Royaume de Norvège, pays à l'honneur de cette première édition du CIREX, parce que mondialement reconnu pour sa gestion exemplaire des ressources naturelles. Votre participation à cette rencontre est la preuve éloquente d'une coopération renforcée entre nos pays qui demeure essentielle à notre progrès collectif. Le CIREX marque une étape importante pour la Côte d'Ivoire, la sous-région et le continent africain. Ce salon est une occasion de promouvoir la pleine valorisation des potentialités minières, pétrolières et énergétiques qui sont des réservoirs de croissance à peine exploités et des piliers majeurs et essentiels de développement. Pour relever les défis d'un développement durable et inclusif, il s'avère impératif de diversifier nos ressources de croissance à travers une exploitation judicieuse des ressources extractives et énergétiques dont notre continent regorge. Il s'agit prioritairement d'en faire des leviers stratégiques pour transformer nos économies, réduire les inégalités et améliorer les conditions de vie des populations.
Le CIREX, voilà un salon au service d'une ambition de transformation économique majeure. Jusqu'au 2 décembre prochain, il y sera présenté de grands projets prioritaires nationaux et sous-régionaux au cours de sessions dédiées sur le renforcement des partenariats et la mobilisation de financement. Une attention particulière sera également accordée à la promotion du contenu local, mais aussi à la sensibilisation des jeunes aux métiers de la chaîne de valeur du secteur, avec plus de 20 pays participants à cette première édition où la Norvège est présente en tant que pays invité d'honneur. Vous y retrouverez des stands de plus de 300 entreprises participantes sur des expositions qui porteront sur les mines, le pétrole, mais aussi l'énergie. Vous voyez sur ces images le constat de nos reporters sur les travaux de préparation donc de ce salon. Le CIREX, c'est un événement d'envergure pour tous les acteurs des ressources extractives et énergétiques dans la région Afrique, mais aussi surtout en Côte d'Ivoire. Et l'un d'eux, le PDG du groupe Endeavour Mining, a été reçu par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il annonce son 4e investissement avec la mine de Tanda, un projet qui devrait générer plus de 4000 emplois en Côte d'Ivoire et produire environ 11 tonnes d'or par année à partir de 2028. Le président de la République s'est aussi entretenu avec le nouvel archevêque d'Abidjan, des audiences tenues hier, selon ce compte-rendu de Alexis Ouetraogo. Ce mardi, au palais présidentiel au Plateau, une bonne nouvelle arrache un sourire au chef de l'État. Le président directeur général du groupe Endeavour Mining, l'un des principaux producteurs d'or au monde et le plus grand d'Afrique de l'Ouest, Ian Cockerill, est venu annoncer en primeur au président Alassane Ouattara la construction d'une nouvelle mine d'or dans l'est du pays, précisément dans le département de Tanda. Une 3e mine, après celle d'Iti et de Lafigué, inaugurée le 19 octobre dernier. Le président, directeur général de Endeavour est très heureux et honoré d'être reçu par le président de la République parce qu'il voulait lui annoncer en primeur une très bonne nouvelle du groupe Endeavour qui est présent en Côte d'Ivoire et qui va réaliser son 4e investissement, donc qui a déjà 3 investissements ici. Le 4e investissement avec la mine de Tanda, dont Tanda Iguela, qui va en principe produire son premier lingot d'or à la mi-2028. Le projet va susciter plus de 4000 emplois directs et indirects. Durée de vie annoncée 15 ans avec des possibilités d'extension. C'est un projet qui va produire sur toute la durée de la vie d'environ 150 tonnes d'or avec un investissement d'environ 530 milliards de francs CFA. Un peu plus tôt, le chef de l'État recevait Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, nouvel archevêque métropolitain d'Abidjan. J'ai pris possession canonique du siège le 3 août et j'ai souhaité rencontrer le président de la République pour lui faire mes civilités parce que, pour parler de manière imagée, c'est lui le chef du village. Et donc il était important que je vienne le saluer pour lui dire que je suis là et qu'il peut compter sur mes prières pour que le pays avance sur le chemin de la paix et du développement. Nommé le 6 octobre dernier par le pape François, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo sera créé cardinal le dimanche 8 décembre prochain à Rome. Et dans ce contexte de mouvement évolutif, la Cour des comptes ouvre son nouveau siège. C'est un édifice de 3 étages qui rassemble tous les services de la juridiction suprême de contrôle des finances publiques. Le bâtiment a été inauguré par le vice-président de la République, Mahama Traoré et Bernabé Kona. Un bâtiment imposant de 3 étages, digne d'une institution de la République. Situé à Cocody-Angré, 7e tranche, l'édifice est destiné à servir de siège à la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes. Institution créée en 2018 sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Ce mardi, le vice-président de la République, Témoko Meïlé Koné, inaugure le tout nouveau quartier général de la Cour des comptes. Il comprend des bureaux, une salle d'audience, des locaux techniques. Outre les présidents d'institutions et ministres présents, cet événement a pour invité spécial le premier président de la Cour des comptes de France, Pierre Moscovici. Notre relation est empreinte d'une amitié très forte entre 2 pays et 2 peuples. Nous devons chérir cette richesse qui n'a cessé de se renforcer. Au-delà de notre histoire commune, nous avons écrit de nouvelles pages de cette destinée et cette relation entre nos 2 pays, elle est exemplaire. Je terminerai en exprimant tout mon soutien à la Cour des comptes de Côte d'Ivoire dans cette nouvelle étape
de son histoire. Je suis certain que cet édifice, que ces nouveaux locaux lui permettront de parachever la très grande transformation qui a commencé grâce à votre engagement, qui va se poursuivre ici avec encore plus de force, au bénéfice, je n'en ai aucun doute, de tous les citoyens ivoiriens. Bâti sur 3600 mètres carrés, le nouveau siège de la Cour des comptes aura l'avantage de réunir sur un même site et dans des conditions requises l'ensemble des travailleurs. Selon le président de l'institution, Kanvali Diomandé, cette réalisation n'aurait pu être sans l'appui du chef de l'État. Ce siège incarne à lui seul une ferme volonté politique, la maturité institutionnelle et la responsabilité envers les citoyens. C'est une fierté pour la Cour des comptes, mais bien plus encore pour notre pays, qui réaffirme ainsi son engagement à promouvoir la redevabilité financière. Le nouveau siège de la Cour se dresse désormais comme un témoin de l'ancrage durable de la Cour des comptes dans le dispositif institutionnel de l'État. Ce siège, dans sa fonctionnalité, doit permettre à la Cour des comptes d'accompagner les changements structurels et de répondre aux défis de demain avec efficacité et probité. Piloté par le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, le projet de construction du siège de la Cour des comptes prévoit l'achèvement dans le même périmètre en décembre 2025 d'un autre bâtiment de type R+2, tout ceci pour un coût global d'environ 5 milliards de francs CFA. Nous parlons à présent de transformation sociale au bénéfice des enfants vulnérables de Boundiali. Il est ouvert le centre d'accueil d'Opama et Caritia, un orphelinat moderne avec une infrastructure adaptée dont une pouponnière, une école maternelle et des salles de classe équipées. Un projet qui aura coûté 1140 milliards de francs CFA. On le découvre avec Ami Sissoko. Le centre d'accueil d'Opama et Caritia, un espoir pour les enfants vulnérables de Boundiali. Bâti sur 3 hectares, il est remis officiellement à l'État. Cet orphelinat mixte d'une capacité initiale de 50 lits comprend une pouponnière, une école maternelle, des salles de classe équipées et d'autres infrastructures modernes. C'est le fruit de la générosité de Mayele Coulibaly, l'épouse de l'ex-ministre de l'économie et des finances Ngolo Fatroman Coulibaly, en hommage à ses parents d'Opama et Caritia. À travers ce centre d'accueil, je souhaite offrir aux enfants dans le besoin un foyer où ils pourront non seulement trouver un toit, mais aussi des opportunités, des rêves et surtout de l'affection. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassine Batouré, s'est réjouie de ce projet de plus de 1,140 milliard de francs CFA. C'est un lieu où les enfants vulnérables trouveront non seulement un toit, mais aussi de l'amour, de l'éducation et des opportunités pour construire leur avenir. C'est un espace où ils pourront rêver, apprendre et se construire. La ministre Maria Toukone, la marraine, a magnifié cet acte de solidarité en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. Venir en aide à ceux qui ont besoin de nous, même s'ils ne tendent pas la main, est une attitude noble que l'exemple de mon aîné Mayele Coulibaly Fofana doit nous inciter à adopter dans notre vie et dans nos relations avec les autres. À terme, le centre d'accueil d'Opama et Caritia sera doté entre autres de 5 villas pour le personnel, de 4 bâtiments de formation, des aires de jeu et un espace pour le maraîchage. Le secteur de l'énergie se met aussi à la disposition des enfants vulnérables pour leurs bénéfices. Il est offert par la Synergie à Boaké, à la pouponnière de Boaké, une salle d'études pour les élèves et enfants résidents dans cette pouponnière, suivant le compte-rendu de Soro Corona. Une délégation de Côte d'Ivoire Énergie à la pouponnière de Boaké. Cette entreprise nationale et son directeur général répondent ainsi à l'appel des écoliers et élèves pensionnaires de cet établissement spécialisé dans la prise en charge des enfants vulnérables. La pouponnière a désormais une salle d'études moderne et équipée pour leur permettre d'apprendre dans de bonnes conditions. Les enfants, la directrice de la pouponnière, la tutelle sont reconnaissants à cette entreprise citoyenne. Une salle d'études est bien plus qu'un simple lieu. C'est un espace où se dessinent les premiers contours d'un monde meilleur. C'est pourquoi je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements
à Monsieur le Directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. Cette initiative, Monsieur le Directeur, dédiée à la petite enfance, va leur permettre d'être dans des conditions optimales. La salle d'études accompagnée de plusieurs autres dons d'une valeur de 23 millions de francs CFA ont été remis aux bénéficiaires. Maurice Sidibé inscrit ce geste dans le cadre de la charge sociétale de Côte d'Ivoire Énergie. Chaque fois que nous le pouvons, nous sommes solidaires des populations ivoiriennes à travers les axes de responsabilité sociétale qui couvrent les domaines de l'éducation, de la formation, car pour nous, à Côte d'Ivoire Énergie, éduquer le peuple, c'est bâtir des fondations d'une nation forte, car l'homme est le socle de tout progrès. Le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie n'est pas à sa première visite à la pouponnière de Bouaké. Il accompagne l'établissement afin de donner le sourire aux tout-petits. Nous nous rendons à présent à Zamaka, un village situé à 22 km d'Abengourou. Dans ce village, un nouveau chef est intronisé après 7 ans d'attente, nous dit le reportage de Hermaniamia. Après 7 ans d'attente, le village de Zamaka, situé à 22 km sur l'axe Abengourou-Anglekourou, a un nouveau chef. Intronisé ce jour, Nana Boko Adou Kwani est le 9e chef de Zamaka. Il succède à Nana Adou Agueyi, qui a dirigé le village de 1995 à 2017. Suite au décès de ce dernier, le village a connu une période intérimaire de 7 ans avec Nana Kabran Bakari. Après plusieurs consultations, Nana Boko Adou Kwani, neveu maternel du chef décédé et fils aîné de la sœur le plus âgée du défunt chef, a été désigné comme nouveau chef conformément à la tradition Agnindénia. Ici, la liée se fait par les maires. Donc il y a plusieurs moments qui peuvent engendrer des héritiers. Et ça se fait par droit de naissance au niveau des mamans. Donc au fur et à mesure, c'est les aînés des mamans les plus âgées qui héritent en premier. À l'évocation de son nom par Nana Kiamé Potkano de Sa Majesté Nana Bouakwasi III, le nouveau chef a été porté en triomphe à travers le village, élevé haut sur les épaules pour faire la parade au rythme du tambour parleur. De cette hauteur, il prend le pouls du village et a une vision panoramique du territoire sur lequel il va asseoir son autorité. En ma qualité de président de la mutuelle, je suis très content parce qu'il arrivait un moment où tous les problèmes du village étaient pratiquement sur mes épaules, c'est vrai. On a un chef intérimaire qui travaillait, mais un peu âgé. Et moi, ma qualité de président, j'étais toujours interpellé sur les problèmes de Zamaka. Nana Boko Adou Kwani a été intronisé dans la pure tradition. Il a reçu ses attributs de chef en présence du sous-préfet de Yakassé Féassé, Chao Bamba, et de Nana Ewi Koutouan II, chef de canton de Yakassé Féassé, dont fait partie le village de Zamaka. Âgé de 63 ans, Nana Boko Adou Kwani est un planteur, ancien footballeur de l'Asie d'Abengourou et du stade d'Abidjan. Il est marié et père de 5 enfants. Le secteur maritime et portuaire accueille de nouveaux agents. Il s'agit de 50 élèves, officiers des affaires maritimes et portuaires. Ils ont été présentés au drapeau de l'Académie des forces armées de Zambakro après 90 jours de formation commune de base. Le point de Kader Sogodogo. Académie des forces armées de Zambakro, jour de présentation au drapeau pour 50 élèves officiers prêts à intégrer les rangs des affaires maritimes et portuaires. Passage obligatoire, la ténacité militaire, avec notamment la formation commune de base, 90 jours durant. Pour les responsables des affaires maritimes et portuaires, des hommes bien formés pour la défense nationale restent une priorité absolue. Vous êtes désormais prêts à assumer les responsabilités qui vous attendent dans l'univers exigeant et particulier des affaires maritimes et portuaires. Votre rôle sera déterminant dans la stabilité et la prospérité de notre pays et consistera à assurer des missions de sécurité de la navigation maritime, garantir la sûreté de nos installations portuaires et gérer la carrière des gens de mer, réguler les activités des auxiliaires de transport maritime. Mais au-delà des compétences militaires et techniques, je voudrais surtout insister sur l'importance des valeurs humaines. Depuis maintenant 3 années, un partenariat avec l'état-major général des armées,
ouvre les portes de l'Académie de Zambakro pour la formation militaire des hommes de Célestin Seredo, ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. Et on fait à présent le point du Forum international et Salon africain des transports, le FISAT 2023, une 8e édition qui s'est tenue sur le thème suivant, transport, logistique et infrastructure, l'usager au cœur des politiques et stratégies. Le point de Jean-Michel Quasio et Godefroy Okambawa. Repenser les politiques du transport en Afrique en plaçant l'usager au centre des priorités. C'est tout le sens de cette 8e édition du Forum international et Salon africain des transports. 50 panélistes et conférenciers pour 14 panels. Au nombre des sujets abordés, l'intégration régionale, la sécurité routière et l'intégration du digital dans les transports. Les recommandations sur les questions, par exemple, d'emploi des jeunes dans le secteur des transports, également des recommandations sur la mobilité électrique. Nous avons parlé de l'industrialisation et du passage à échelle, non seulement des véhicules électriques en Côte d'Ivoire, mais aussi des propositions de garage, justement, pour prendre en charge ces véhicules électriques et des bornes, et de la question, justement, de l'énergie qui circulera dans ces bornes, qu'elle soit solaire ou qu'elle soit énergie traditionnelle. La mobilité électrique, la sécurité routière, le transport multimodal et les infrastructures numériques, ces thématiques stratégiques ont renforcé l'idée que mettre l'usager au cœur des politiques de transport est une condition essentielle pour bâtir des systèmes de transport efficaces et durables. Au cœur de cette 8e édition, rencontre B2B, démonstration sur la mobilité électrique et des expositions. Ouvrons à présent une revue littéraire avec cette œuvre, Une vie d'étudiante. Non, vous n'avez pas mal entendu, c'est bien étudiante. Ce titre de livre, dont l'autre titre est aussi Le rêve noyé de Mbegnon. L'auteur ici compte le regrettable parcours d'une jeune fille du nom de Mbegnon, dont le rêve a été noyé dans le courant des réalités de la vie universitaire. On fait le point avec Godefroy Okambawa. Une vie d'étudiante, un rêve noyé de Mbegnon, un roman qui est à la fois un clin d'œil et un cri de cœur, mais aussi une mise en garde pour cette ambitieuse jeunesse africaine. L'auteur Marc-Hervé Akesse Nango trace le regrettable parcours d'une intelligente jeune fille du nom de Mbegnon, dont les rêves ont été noyés dans le courant des âpres réalités universitaires. Une vie d'étudiante présente sous un ton critique et réaliste, l'université publique africaine comme étant un univers laissé pour compte. Selon l'auteur, s'en sortir sans avoir d'acquaintance avec les vices et pratiques peu recommandables relève d'un miracle. Pour lui, cette jeunesse est en proie à toutes sortes de dérives partagées entre le désir d'une réussite rapide et celle d'une vie de dur labeur pour se réaliser. Dans son ouvrage de 190 pages, l'écrivain s'inspire de la vie de Mbegnon, son personnage central, pour inviter la jeunesse à une prise de conscience. Et en plus de cette vie d'étudiante, nous vous proposons 3 ouvrages qui ont paru en même temps. C'est le pari réussi du docteur Djonsky Mapouya avec les œuvres Le rôle d'un citoyen envers son pays, tactique et procédés pour réussir une vente, et Alassane Ouattara, parcours d'un bâtisseur infatigable et d'une Côte d'Ivoire unifiée, prospère. La dédicace de ces œuvres est rapportée par Julien Gogo et Godefroy Okambawa. L'auteur, à travers ses écrits, appelle à la responsabilité du citoyen envers son pays. Par devoir de reconnaissance, Djonsky Mapouya, à travers cette œuvre, met en lumière les travaux du président Alassane Ouattara à travers son ouvrage. Alassane Ouattara, parcours d'un bâtisseur infatigable d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Pour le citoyen qui voudrait prendre sa place et contribuer à rendre une nation plus sûre, plus fraternelle, où tous et toutes pouvons nous épanouir. Nous avons dans notre pays des valeurs intrinsèques, léguées par nos devanciers. C'est avec beaucoup d'humilité et de respect que j'ai pu participer avec des personnes qui me sont chères en cette soirée marquant
la dédicace de mes 3 ouvrages. Jonski Mapouya, assisté de sa maison d'édition, prendra part au Festival du Livre de Paris qui se tiendra du 11 au 13 avril 2025. Je vous propose à présent un tour de la Côte d'Ivoire en acrostiche avec l'auteur Gildas Conan sur ce commentaire de Brouillapour et Sidonie Davila. Ce recueil, composé de 114 pages, reparti en 15 chapitres, est entièrement dédié à la Côte d'Ivoire, mettant en lumière la richesse de ses régions et de sa culture. L'auteur, Gildas Conan, à travers ses vers, fait découvrir le pays ville après village en utilisant la poésie comme un outil de promotion culturelle. Ce premier ouvrage est le fruit de 2 années de travail intensif où la collecte d'informations a été un véritable défi. L'auteur livre ses sources d'inspiration pour cette première expérience littéraire. On a un cimetière des martyrs chez nous à Dimokro. Ce cimetière des martyrs est dédié à nos parents qui sont tombés sous les balles lors de la période coloniale. Et cette histoire nous touche parce qu'elle touche nos parents. Donc c'est la volonté de vouloir raconter cette histoire qui a donné vie à ce projet-là. Les invités présents à cette dédicace soulignent l'importance de cet ouvrage pour la valorisation du patrimoine ivoirien. C'est un livre important qui retrace déjà une partie des villes de Côte d'Ivoire. Et j'ai vu que Dimokro y figure. Ce que j'ai pu lire un peu de Dimokro montre bien que l'auteur a des connaissances et il a vraiment fait des recherches. Selon l'un des préfaciers de cette œuvre, l'acrostiche est une forme poétique exigeante, où chaque vers débute par une lettre du mot sélectionné, imposant une contrainte à l'écriture. De la beauté des vers, des poèmes, nous passons à la beauté gastronomique de nos cultures avec cette foire ivoiro-burkinabé. Jean-Marc Djadji nous en dit plus. À Méagui, Ivoiriens et Burkinabés se sont retrouvés pour célébrer la paix. La première édition de la foire gastronomique interculturelle ivoiro-burkinabé. Le lieu pour les 2 communautés de renforcer leurs liens fraternels. Renforcer la cohésion, la paix en toutes les communautés. Et on a commencé par la grande communauté du Burkina Faso. On veut vraiment célébrer la paix, célébrer l'amour, célébrer la joie. Et il n'y a que ça, il n'y a que la culture qui peut nous réunir comme ça. Au menu de cette foire, découverte des spécialités culinaires des 2 pays. Les autorités locales encouragent cette initiative au service de la cohésion nationale. Qui dit la paix, dit le développement. Nous avons besoin du développement dans notre belle commune. Sans la paix, il n'y aura pas de développement. C'est une première fois. Et avant ça, on vivait en parfaite harmonie. Et encore, ça va plus renforcer encore la cohésion. Pour que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est pour prouver au monde entier que nous sommes unis ici à Méagui et qu'il n'y a pas de discussion. La fête ne s'est pas arrêtée à la cuisine. Une course de moto, un tournoi de Maracana, un concours à Oulaba et des concerts ont rythmé cet événement qui s'est tenu sur une semaine. Et on célèbre à présent nos champions ivoiriens, les éléphants maracanais. Ils ont été récemment sacrés champions du monde de la Coupe du Monde de Maracana qui s'est déroulée ici en Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus par le président de la Chambre des rois nationale, la Chambre nationale des rois et chefs de Côte d'Ivoire. Le compte rendu dans ce reportage. Après les civilités coutumières, le colonel Bleu Louon Charlemagne, par ailleurs président de la Fédération ivoirienne de Maracana et de discipline assimilée, a dès l'entame de cette visite remercié Sa Majesté Aoulaye Nana Tanoé Désiré Paul pour avoir été la première autorité à donner la première cola financière de l'organisation de cette Coupe du Monde de Maracana. Le 5e vice-président de la Chambre, Boka Yapi, a, au nom de l'institution et du roi, salué le geste du président Bleu Charlemagne et par ricochet toute la fédération pour la considération. C'est une grosse marque de considération que M. le ministre a bien voulu porter à la Chambre des rois. Nous disons merci. Merci aussi au président de la République qui a mis vraiment les moyens. Ce qui me préoccupait, c'était que Nana me fasse des bénédictions, qu'il n'y ait pas d'incident, d'écueil pendant cette Coupe du Monde.
Par la suite, le patron du sport ivoirien, le ministre délégué des sports Adjé Metcho Silas, présent à cette cérémonie, a remis le trophée, un ballon trocapeur à Bounegué et des bouteilles de gin, avant de rappeler la volonté de l'État ivoirien de faire briller la Côte d'Ivoire au plan sportif. Nous sommes les acteurs, mais le metteur en scène, c'est le président de la République lui-même. C'est à lui que doivent aller tous les remerciements. Les remerciements s'adressent également au peuple ivoirien, la Chambre des rois et chefs traditionnels. C'est dans un élan de convivialité et de fraternité que cette rencontre s'est achevée. L'actualité hors de nos frontières à présent avec le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah qui est entré en vigueur tôt ce mercredi sans qu'aucune violation ne soit signalée dans les heures suivant son application. L'accord négocié, on le rappelle, sous l'égide des États-Unis stipule le retrait des forces israéliennes du Liban sur une période de 60 jours avec une prise en charge du sud du pays par l'armée libanaise pour empêcher toute reconstitution des forces du Hezbollah. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti que toute violation de cet accord entraînerait une réponse ferme de la part d'Israël. Nous ne saurons achever ce journal sans rappeler cet événement majeur qui se tient en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se présente comme le hub continental de l'industrie extractive avec le CIREX, le premier salon international des ressources extractives et énergétiques. Les experts africains et du monde devront sur 5 jours réussir à générer des orientations pour un avenir durable de ce secteur, du secteur mine, pétrole et énergie en Afrique. Le salon emploie l'écosystème, donc mine, pétrole et énergie, dans la lutte contre le changement climatique avec le thème développement durable des industries extractives et énergétiques. Quelle politique et quelle stratégie? La cérémonie a été présidée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est un événement qui se tient jusqu'au 2 décembre prochain. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur RTI 1.